Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. C'est une réunion assez extraordinaire, l'endroit est merveilleux et c'est un cadre propice pour essayer d'évoquer paisiblement le sujet difficile de ce soir qui est le rejet de l'autre. Moi je dirais le rejet. C'est l'ouverture à l'autre, mais l'autre face, celle dont je vais vous parler, ça va être le rejet. C'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité après une élection présidentielle où un candidat comme Éric Zemmour, adepte du grand remplacement, a quand même obtenu 7% des suffrages, où les trois candidats d'extrême droite réunis ont réuni un tiers des suffrages exprimés, et où Marine Le Pen a fait le meilleur score pour son parti, recueillant au deuxième tour presque 42% des voix et 13 millions d'électeurs et d'électrices. Donc, vous pourriez me dire, mais alors, est-ce que la France est saisie par les démons du racisme et de l'ethnocentrisme? Eh bien, justement, je vais vous montrer que c'est plus compliqué et que les travaux de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, là où on s'est rencontrés, avec l'équipe de chercheurs, parce que c'est du travail collectif, la recherche, montrent l'inverse. Elle montre que lentement, mais sûrement, avec des allers et retours, des retours en arrière, il y a une montée de la tolérance en France, exactement à l'inverse de ce qu'ont montré les urnes. Enfin, les urnes, ce n'est pas Marine Le Pen qui a gagné, mais en tout cas son succès. Donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer, et je vais essayer de vous le montrer, ça je vais même oublier de vous montrer. J'ai fait un PowerPoint parce que, sur sa demande, parce qu'il voulait quelque chose, justement, comme il a dit, cogner le réel. Donc, on va se cogner avec le réel, avec quelques chiffres. Alors, la perspective, ça sera une perspective de sciences sociales. Ben, c'est Spinoza, c'est-à-dire on n'est pas là pour rire, pleurer, maudire, juger, on est là pour comprendre. Ça veut dire qu'on a des théories, alors je ferai quelques définitions, parce que l'important dans nos disciplines, c'est les mots. On met des choses derrière le mot racisme, ça peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Et puis on fera des faits, une validation empirique. C'est ce que fait notre équipe de recherche, c'est méthodique, c'est systématique, parce que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Et puis on fera, si on a le temps, un peu de comparatif, parce que le cas de la France n'est pas isolé, il y a du racisme dans tous les autres pays, et on essaiera de voir ce qu'on a de spécifique. Alors, plutôt que d'utiliser le terme racisme, qui est souvent galvaudé, d'abord qu'il y a une très forte charge morale, qui tout de suite amène de l'émotion, et qui ensuite est utilisé à propos d'un peu n'importe quoi, on parle du racisme anti-flic, anti-français, Je vais utiliser un terme qu'utilisent les ethnologues, et en particulier Lévi-Strauss, qui est celui d'ethnocentrisme. C'est une tendance que l'on retrouve dans toutes les sociétés à toutes les époques, qui consiste à voir le monde au prisme de son groupe d'appartenance, de le valoriser, d'avoir tendance à dévaloriser les autres. Ce n'est pas nécessairement de la haine, le racisme, enfin l'ethnocentrisme. Et j'aime beaucoup cette définition de Lévi-Strauss dans Race et Histoire, ce même frisson, cette même répulsion, en présence de manières de vivre, de croire ou de penser, qui nous sont étrangères. Les barbares, c'est les autres, c'est ceux qui ne sont pas comme nous. Et donc, l'hypothèse qui a guidé nos travaux à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est de voir si ça se vérifiait aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y avait une logique des préjugés. C'est-à-dire, en gros, si ceux qui n'aimaient pas les juifs n'aimaient pas non plus les arabes, n'aimaient pas les musulmans, n'aimaient pas les étrangers. Donc, c'est cette attitude ethnocentriste qui est en plus associée à une vision hiérarchique et autoritaire de la société, où les autres, c'est ceux qu'on met tout en bas, avec nous tout en haut. Donc c'est ça qu'on a essayé de voir avec les enquêtes de la CNCDH. Alors l'intérêt de la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est que depuis 1990, donc depuis plus de 30 ans, tous les ans, grâce au service d'information du gouvernement, elle peut se payer une enquête par sondage, en face à face, c'est la Rolls des sondages, ça veut dire qu'on va chez la personne, on prend son temps, on lui pose des questions, on lui laisse le temps de réfléchir, pour explorer tous les ans, pour faire un rapport au Premier ministre, sur toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, de xénophobie, de rejet de l'autre qu'il y a en France aujourd'hui. Et l'avantage de cette enquête, contrairement aux sondages Access Panel en ligne qui ont inondé la campagne électorale, c'est un échantillon, non pas sur la population électorale, mais sur la population, un échantillon national représentatif de la population adulte résidant en France métropolitaine. On n'a pas eu d'argent pour faire l'enquête en Corse ou dans l'outre-mer, et c'est dommage. Mais en tout cas, ça nous donne un échantillon de la population résidente en métropole dans sa diversité. 36% ont au moins un parent ou un grand-parent étranger, dont 13% venant du Maghreb ou de l'Afrique. Et c'est cette France-là dont on étudie les opinions. Donc, c'est la première différence. Alors,
je vous ai dit que c'était des face-à-face, mais il y a eu le Covid. Et pendant 2 ans, on n'a pas pu faire un sondage en face-à-face. On n'a pas pu aller au domicile des personnes interrogées. Et donc on a réussi à obtenir un sondage en ligne en mars 2021. Et comme on faisait, pour des raisons de comparaison de méthode, dont je vous parlerai après, aussi un sondage en ligne, grâce aux largesses du SIG, on a pu comparer avec un sondage en ligne en 2019, donc on a pu interrompre cette série. On vient d'en faire un, mais on est en train de l'analyser, et les données sont sous embargo, puisqu'on doit d'abord donner les résultats de nos enquêtes au Premier ministre. Alors, on va se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire l'enquête en face-à-face 2019 et les enquêtes en ligne, sur Internet, pour 2021, ce qui nous ramène quand même assez proche d'aujourd'hui. Et je voudrais voir avec vous 4 choses. Et puis surtout, si je m'emballe, si je me mets à parler, à vous bombarder de chiffres, si je parle trop vite, surtout n'hésitez pas à m'interrompre ou à me poser des questions. En tout cas, là, ce que je vais essayer de voir avec vous, c'est 4 points. D'abord, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une cohérence, comme on en faisait l'hypothèse, des préjugés envers l'autre, des préjugés ethnocentristes. 2, il y a une évolution, comme je vous le disais, vers plus de tolérance. Et là, dans l'équipe, il y a Vincent Tiberi et il a mis au point un indice longitudinal de tolérance. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 1 ou 2 questions, il en prend 69 qui ont été posées au moins 3 fois sur les 30 dernières années. Et ça donne un instrument de mesure beaucoup plus robuste que 1 ou 2 questions. Donc ça donne une mesure synthétique de, comme il est optimiste, c'est la tolérance et non pas l'intolérance. Troisièmement, je vous montrerai qu'il y a quand même une hiérarchie des rejets qui demeure. Il y a des groupes et des minorités qu'on aime moins que les autres. Et ça perdure. Et enfin, et on passera peut-être un peu plus de temps là-dessus, il y a la transformation des formes d'expression du racisme et de l'antisémitisme, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des choses qui ne se disent pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que le racisme ou l'antisémitisme ont disparu. Ça veut dire qu'ils s'expriment autrement. Et il y a un énorme débat autour du nouvel antisémitisme, de la nouvelle islamophobie, des mots qui fâchent, mais qu'on abordera sereinement dans la dernière partie de cet exposé. Je commencerai par la cohérence. Alors, je ne vais pas vous ennuyer, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont des amateurs de statistiques, d'analyse de régression, de tout. Je vais peut-être la faire court là-dessus, mais en tout cas, on a des tas de méthodes, on n'en prend pas une, on en prend 3 ou 4. On cherche s'il y a des corrélations entre nos différentes variables, entre les réponses. On cherche s'il y a une hiérarchie des réponses. On fait des analyses factorielles, c'est-à-dire il y a des super nuages de points et on cherche quelle est la logique, les axes qui traversent ces nuages de points. On fait des très belles choses. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est pour vous. Vous arrivez ? Mais avec des bonnes lunettes au fond, vous arrivez quand même ? Bon. Non. Non, il y a des non. Ils ont dit non. Ah, ils ont dit non ? Ah. Il y a des places devant. Alors, je vais vous le lire. Non, je ne vais pas vous en montrer beaucoup, mais on a fait cette échelle avec un chercheur génial qui est mort l'an dernier, qui s'appelait Guy Nichla. Et lui, c'était un passionné des échelles d'attitude. Il nous disait, au fond, ce qui est important, c'est de saisir la logique des réponses. Une échelle d'attitude, c'est comme un escalier. Tout en haut, il y a la marche la plus haute. Ça veut dire c'est l'item, la dichotomie, l'opinion, qui est la moins fréquente, mais qui est la plus dure. Ceux qui disent oui à cette phrase raciste, ils diront oui à toutes les autres quand vous descendez l'escalier. Alors le haut de la marche de l'escalier, là c'est sur tous les stéréotypes à l'égard des Juifs. Vous avez le pouvoir, vous avez l'argent, vous avez l'idée que ce n'est pas des Français comme les autres, vous avez l'idée qu'Israël compte plus pour eux, qu'ils forment un groupe à part. Bon, tous ces vieux stéréotypes, c'est sans doute l'antisémitisme qui a la plus vieille histoire, donc il y a une sédimentation à travers le temps. Mais on a testé, on a des programmes pour ça, quelles étaient les questions les plus corrélées, où il fallait mettre la coupure, qu'est-ce qui nous permettait d'avoir les items purs, et tout en haut, ce qui est l'indice maximal d'antisémitisme en France aujourd'hui, c'est tout à fait d'accord avec l'idée que les Juifs ont trop de pouvoir en France. Pas juste plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord. Et ça nous donne 3,8%. Ça, c'est la marche la plus haute de l'escalier. Et ceux-là, ensuite, ils vont donner la réponse intolérante à toutes les autres questions. Et celle qui est la plus banale, si je puis dire, aujourd'hui en France, c'est les Juifs ont un rapport particulier à l'argent. Et là, on a regroupé tous ceux qui donnent une autre réponse que pas d'accord du tout. Et tout ça, on a testé. Mais là, il y a 77,8% qui ne rejettent pas clairement et nettement
ce stéréotype. Voilà comment fonctionne une échelle d'attitude. On s'amuse beaucoup à essayer de couper, voir où est la bonne coupure, etc. Mais ça nous donne un superbe instrument de mesure. Il y a les gens qui ne vont jamais donner cette réponse intolérante. Ils ne sont pas du tout antisémites. Et il y a ceux qui vont donner toujours la réponse antisémite. Et on fait exactement, c'est pour vous donner un petit peu notre cuisine. On fait pareil avec l'aversion à l'égard des musulmans et de l'islam. On a une question sur, c'est pas la haine, c'est voilà un certain nombre de pratiques ou de normes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elles posent problème pour vivre en société? Le jeûne du ramadan, les prières, l'interdiction de consommer viande de porc ou d'alcool, le sacrifice du mouton lors de l'Aït el-Kébir, le port du voile. Et là encore, on a une superbe échelle d'attitude, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà comment on fonctionne. Ça pour vous dire qu'on ne prend jamais une question, mais on en prend beaucoup. Alors, quand je dis qu'elles sont corrélées, je vais vous passer les chiffres, mais ça veut dire que, d'une certaine manière, vous pourriez faire une super échelle, racisme, antisémitisme, xénophobie, avec toutes les formes de préjugés à l'égard de toutes les minorités. Mais ce qui est le plus corrélé, ce qui est le plus évident en France aujourd'hui, c'est rejet des immigrés, rejet de l'islam, à cause de l'histoire coloniale française, rejet des communautés. Ça me rappelle une loi passée récemment, la loi sur le séparatisme, mais c'est toutes ces idées qu'il y a des groupes, des communautés à part, et c'est beaucoup plus prégnant que l'antisémitisme, par exemple. Mais c'est corrélé. Alors, je vous passe les analyses factorielles, mais l'analyse factorielle me montre la même chose. Elle me dit, au fond, il y a une logique qui fait que tous les préjugés sont plus ou moins corrélés. Mais certains dominent, c'est le rejet des immigrés et de l'islam, et l'antisémitisme forme une dimension connectée, mais un peu à part, à cause de son histoire spécifique. Et de plus en plus aujourd'hui, le rejet de l'islam forme une dimension un tout petit peu à part, mais quand même plus corrélée à la première. Donc tout ça, c'est les cuisines, je vous le passe. Ce qui nous semble très intéressant, c'est que ces trois préjugés, enfin l'ethnocentrisme en général, anti-immigré, le rejet des musulmans et de l'islam, et le rejet des juifs, sont corrélés avec une attitude autoritaire. On a un indicateur d'autoritarisme, on trouve que les tribunaux ne sont pas assez sévères, on trouve qu'il faudrait rétablir la peine de mort, et on veut que tout le monde soit conforme dans la société. L'homosexualité, non, c'est pas une manière normale de vivre sa sexualité. Ça nous donne un indicateur d'autoritarisme conformisme. Eh bien, une très jolie courbe là en couleur, ça veut dire que c'est étroitement corrélé. Je veux dire, ceux qui sont pas du tout, un peu, assez ou très autoritaires, quand on n'est pas du tout autoritaire, on a des scores très bas sur nos trois échelles. Il y a 8% de gens qui ont des notes élevées. Quand on est très autoritaire, ben, on a plein de gens qui sont ethnocentristes, antisémites. Donc il y a un lien avec l'autoritarisme et la place inférieure, l'inégalitarisme, l'infériorité. Alors maintenant, passons au mode plus positif, l'évolution lente vers plus de tolérance. Alors là, c'est le superbe indice longitudinal de tolérance créé par Vincent Tiberi, qui est le Chagall des mathématiques, et il n'a pas mis les chiffres, ce qui est dommage, mais il trouvait que c'était plus joli sans les chiffres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet indicateur de tolérance, il varie de 0 si, à ces 69 questions, la personne n'a jamais donné la réponse intolérante, à 100 si par miracle les personnes donnaient toujours les réponses tolérantes. En fait, vous voyez qu'à travers le temps, avec des hauts et des bas, on arrive aujourd'hui à 66-67. Et le dernier rapport, ça ne va pas énormément changer. Autrement dit, il y a une lente montée à travers le temps. On est passé de quelque chose qui était on était en dessous de 50, on était dans les 40, et maintenant on est à 66-67. Et quand il y a eu la Coupe du Monde de football de 98, il y a eu une bouffée de fraternisation et de tolérance. Et puis quand il y a eu les émeutes de 2005, il y a eu une chute brutale de la tolérance face à des émeutes qui étaient cadrées comme les émeutes de l'islam ou la faute aux familles africaines qui font trop d'enfants. Enfin, bon, tout ça, la manière dont on cadre les événements a fait qu'il y a eu une chute brutale de la tolérance. Et puis Nicolas Sarkozy est arrivé, au début ça n'a pas bougé, et puis il y a eu le discours de Grenoble. Et là, on a eu une chute de la tolérance. Et puis enfin, regardez, vous voyez que ça monte à partir de 2015. Quand il y a eu les attentats, toute la série des attentats de 2015, on s'est dit, ça y est, c'est terrible, il va y avoir une poussée d'intolérance. Eh bien non.
On a beaucoup critiqué Charlie, et pourtant Charlie, ça a permis de cadrer ces attentats autrement, avec l'idée que nous sommes tous des victimes potentielles. Et en fait, il y a eu une montée en réaction de la tolérance qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça, on ne s'y attendait pas. Et c'est quelque chose qui est intéressant. Alors pourquoi ? En dehors du fait qu'il y a le cadrage de la classe politique qui explique ces allers-retours. D'abord, je ne sais pas si vous voyez, mais regardez juste les évolutions. C'est les évolutions de la tolérance par cohorte de naissance. Tout en haut en bleu, vous avez les jeunes. Tout en bas en rouge, vous avez les plus vieux. Ceux qui sont nés, certains sont nés avant 40. Et les plus jeunes, ils sont nés en 77 et après. Vous voyez que les courbes ont la même gueule. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chaque nouvelle cohorte est quand même plus ouverte et plus tolérante envers l'autre que celles qui l'ont précédée. Donc il y a une dynamique générationnelle qui incite à l'optimisme, un relatif optimisme. Vous voyez que ça baisse un peu, mais quand même, vous voyez que cette courbe bleue, elle nage très très au-dessus des autres. Donc le premier mécanisme, et c'est pas propre à la France, c'est à travers toute l'Europe, c'est la dynamique générationnelle. La deuxième qui est très liée, c'est le diplôme. Parce que le diplôme, aller à l'école, ça apprend d'abord à réfléchir, ça apprend l'esprit critique, ça ouvre sur d'autres pays, d'autres civilisations, d'autres langues, d'autres cultures, et puis c'est un passeport pour le boulot. Ceux qui n'ont pas le bac, eh bien ils sont dans une situation de ressentiment par rapport à ceux qui l'ont, et c'est à la fois une manière de penser, mais aussi une forme de ressentiment social qui se nourrit chez ceux qui n'ont pas d'études, chez des jeunes sans études ou qui n'ont qu'un petit diplôme technique qui ne mènera à rien. En tout cas, ce que l'on constate, comme pour l'âge, les deux sont liés parce que les jeunes sont plus instruits que les aînés, on voit que la courbe en haut en bleu, c'est ceux qui ont fait des études supérieures. Et en bas, les rouges, c'est secondaire ou primaire ou pas d'études. Et vous voyez là encore que ceux qui ont fait des études supérieures sont beaucoup plus tolérants que ceux qui n'en ont pas fait. Alors c'est compliqué, parce qu'on peut être super diplômé et super intolérant, et pas du tout diplômé et hyper tolérant, parce qu'il n'y a jamais un facteur qui explique les choses dans la vie. Il y a des cumuls, il y a des croisements, des handicaps, donc il faut faire attention. Mais les moyennes nous montrent quand même quelque chose, c'est les deux facteurs dont il disait. Et puis le troisième, c'est que la France est une société de plus en plus diverse et multiculturelle, et les jeunes sont beaucoup plus habitués à l'autre que les générations plus âgées. Enfin, la chose la plus importante, c'est la politique. On dit beaucoup que le clivage gauche-droite, ça ne veut plus rien dire. Ça fait 50 ans qu'on le dit. En même temps, quand on demande aux personnes de se classer sur une échelle gauche-droite, elles continuent quand même en majorité à s'y classer. Et surtout, selon qu'elles se situent à gauche ou à droite sur cette fameuse échelle gauche-droite, elles n'ont pas du tout le même niveau d'ouverture à l'autre. La courbe rouge, vous l'avez deviné peut-être, votre avis, c'est la gauche. Et au milieu, c'est le centre en gris, et puis en bleu, c'est la droite. C'est les gens qui se classent sur les 3 dernières cases à droite de l'échelle gauche-droite. Et vous voyez qu'il y a un énorme écart entre les deux, puisque l'écart, on passe de 74 à 49. Vous avez moins de la moitié dans le groupe de droite, vous avez les 3/4. Donc, être de gauche ou de droite, ça veut encore dire quelque chose. Ah, quand même, mais ce sera la bonne nouvelle de la soirée. Ça a été confirmé par les enquêtes en ligne. Alors je vous passe les chiffres, parce que ça vous me direz, oui, mais c'est 2019, il s'est passé plein de choses depuis. Ben oui, mais on a comparé 2 enquêtes en ligne, 2019 et 2021, et je n'ai pas les moyens de refaire le même indice longitudinal de tolérance, mais sur les indicateurs pris un par un, l'islam est une menace contre l'identité de la France, on passe de 62 à 59. Vous me direz, c'est beaucoup. Oui, mais regardez la pente, ça descend. Ensuite, les Juifs ont un rapport particulier à l'argent, on passe de 48 à 45. Les immigrés ne viennent en France que pour profiter de la protection sociale, on passe de 74 à 72. Là, il n'y a pas beaucoup. Là, c'est peu. C'est une des choses qui est les plus banalement acceptées. C'est les cassos, la protection sociale, ils viennent prendre les aides et les allocs. Et surtout, tout en bas, vous avez les Roms. Ceux qui pensent, on verra dans la hiérarchie, c'est le groupe qui, en France et à travers toute l'Europe, est aujourd'hui de très loin le plus rejeté. Alors, bon, je vous passe ça aussi. Et maintenant, peut-être la hiérarchie des rejets. Alors, Vincent Tiberi a essayé, avec les questions relatives à chacune des minorités,
de faire un indice par minorité. Et il nous montre que les courbes bleues et violettes, c'est les questions relatives aux Juifs et les questions relatives aux Noirs, aux Africains. Et paradoxalement, alors que avoir une couleur de peau noire est un facteur de discrimination accrue en France aujourd'hui, toutes les enquêtes le montrent, mais au niveau des opinions, il y a une bonne image. On verra ensuite pourquoi, parce que ce n'est pas nécessairement une bonne chose. C'est souvent associé à d'autres stéréotypes liés à l'Afrique. Bon, mais en tout cas, ils ne font pas peur. Ceux qui font peur, c'est les musulmans. Même si beaucoup d'Africains sont musulmans, ils ne sont pas perçus d'abord comme musulmans. Les Maghrébins, si. Et donc, vous voyez que ceux qui sont en bas, c'est les musulmans. Toutes les questions qui touchent à l'islam et aux musulmans, vous voyez qu'il y a un énorme écart au niveau de l'acceptation. Ça monte, l'acceptation progresse très lentement, mais la hiérarchie est là. Donc c'est cette pérennité de la hiérarchie qui me semble importante à montrer. Et les tziganes, les roms, les manouches, quel que soit le mot qu'on utilise, les gens du voyage, c'est pas la même chose, mais en fait ils sont très très proches dans les images qu'ont les gens. On était à 35, 36. Donc tout en bas, ça ne rentre même pas dans mon schéma. C'est en train de monter au cours des dernières années. Mais ça reste quand même le groupe qui polarise le plus de rejets. Alors, groupe perçu comme à part, là je vous le montre uniquement, c'est une question. Pensez que telle minorité forme un groupe à part dans la société, ce n'est pas nécessairement du racisme. Il y a des gens qui disent j'ai rien contre eux, et on regarde dans les autres questions. Mais on voit quand même que ceux qui sont le plus perçus comme à part, c'est les Roms. Vous avez quand même 82 et 75% entre 2019 et 2021, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour les musulmans, ça a un peu décru. Et ce qui est monté en puissance, c'est les Chinois, à cause du Covid. Ils étaient au niveau des Asiatiques, et à cause du Covid et des théories du complot, et de l'idée aussi que les Chinois ont de l'argent, avec une grande proximité avec les stéréotypes liés aux Juifs, les stéréotypes ambivalents, pouvoir, argent. Vous voyez que ça a monté à 40, c'est monté juste. Bon. Et sinon, bien sûr, les Antillais, c'est le groupe de très loin le plus accepté. Ils sont français, c'est les dom-toms. Il n'y a aucune raison de les rejeter. Ce n'est pas du tout un groupe à part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme pour autant. Mais dans l'expression des opinions, c'est différent. Et là, je vais rester un peu plus longtemps sur ces débats politiques autour des nouvelles formes d'expression de toutes les différentes formes de racisme. Alors, au point de départ, il y a l'idée qu'après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, il y a l'idée de plus jamais ça. Et il y a l'idée que le racisme, c'est un tabou, il ne faut plus jamais que ça recommence. Donc, au niveau des opinions, on va progressivement se censurer sur cette question. Ça ne veut pas dire qu'on a totalement changé, mais déjà avoir conscience que c'est mal, c'est un progrès par rapport à des sociétés des années 30, où on disait à propos des Juifs des choses qu'on n'aurait plus le droit d'écrire aujourd'hui. Donc, il va y avoir un renouvellement des formes d'expression du racisme, et même des argumentaires du racisme, pour justifier son racisme. Il y a des questions qu'on ne posera plus, il y a des choses qu'on ne dit plus. Ça ne veut pas dire que le racisme a disparu, mais ça veut dire que les barrières sont posées ailleurs et que les argumentaires ont changé. Et je retiendrai deux de ces débats, ce sont les plus présents. Le premier, c'est la nouvelle judéophobie. C'est un concept lancé par Pierre-André Taguieff en 2000, et pour lui, on assiste à une mutation de l'antisémitisme. Fini l'antisémitisme des années 30, l'antisémitisme hitlérien, l'antisémitisme fondé sur la race, l'antisémitisme qui est surtout à l'extrême droite du champ politique. On arrive à un nouveau préjugé qu'il va qualifier de judéophobie, exprès pour ne pas confondre avec antisémitisme, qui veut dire à l'origine antisémite. Là, c'est uniquement, pas contre tous les sémites, uniquement contre les juifs, judéophobie. Et avec l'idée que c'est une haine des juifs masquée derrière l'antisionisme et la défense des droits des Palestiniens, au nom de l'anti-impérialisme, au nom de la défense des Palestiniens, on peut exprimer de l'antisémitisme qui n'en a pas l'air d'être, de l'antisémitisme. Et du coup, cet antisémitisme nouveau, nouvelle judéophobie, serait passé de l'extrême droite à l'extrême gauche du champ politique. Ce que je vais vous montrer, c'est que c'est beaucoup plus compliqué.
c'est que l'extrême gauche est nettement plus critique qu'Israël que la moyenne. Mais pas énormément, mais disons qu'il y a des écarts de 10 points sur la critique d'Israël et du sionisme et de sa politique dans les territoires. Mais elle adhère beaucoup moins aux clichés antisémites, qui eux restent très vivaces à droite et à l'extrême droite. Autrement dit, il y a coexistence de deux formes d'antisémitisme. Il n'y en a pas un qui a chassé l'autre. Et celui qui est dominant, c'est le vieil antisémitisme. C'est les stéréotypes liés au pouvoir et à l'argent. C'est au nom de l'idée que les juifs ont de l'argent qu'un certain nombre de crimes antisémites ont été commis ces dernières années. Et dans les dernières manifs anti-pass, l'été dernier, on retrouvait les images habituelles, les juifs qui ont trop de pouvoir, la pancarte avec qui. Autrement dit, la réalité est plus complexe. Il y a une nouvelle judéophobie, mais elle n'a pas nécessairement totalement évincé le vieil antisémitisme. Alors, je vais vous passer les analyses factorielles, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on prend toutes les questions concernant les Juifs, on voit que toutes les questions, y compris celles qui concernent Israël, c'est-à-dire qui est responsable de la poursuite du conflit israélo-palestinien, et Israël évoque pour vous quelque chose de très positif, plutôt positif, ni positif ni négatif, plutôt négatif, très négatif. Tout ça pourrait aller sur un premier axe d'antisémitisme. Mais en fait, l'anti-israélisme forme une deuxième dimension à part. Et on peut être critique d'Israël sans être antisémite. Tandis que de l'autre côté, tout va ensemble. Et ce n'est pas les mêmes profils. Donc on voit bien que l'antisémitisme est compliqué. Il n'y a pas purement et simplement le vieil ou le nouveau. Et on a le même débat autour de l'islamophobie. Alors déjà, c'est un mot qui fâche. Beaucoup de chercheurs, dont moi, nous avons été traités d'islamo-gauchistes parce que nous utilisions ce terme. Je voudrais préciser les choses. Islamophobie, c'est pas un bon terme, mais judéophobie non plus, c'est pas nécessairement une phobie. C'est le terme qui est utilisé dans l'ensemble des sciences sociales internationales pour désigner les préjugés à l'égard des musulmans et ou de l'islam. Et on ne part pas a priori de l'idée que c'est lié, on vérifie que c'est lié. Et je montrerai que c'est lié. Mais c'est pas pour cela qu'on est sur une ligne de fondamentalisme islamique ou sur une ligne terroriste. Je veux dire, c'est absurde de mélanger ce genre de choses. Donc, à la CNCDH, il y a eu un long débat. On a échangé pendant plusieurs jours. Je n'y étais pas encore d'ailleurs, j'ai lu les débats, pour savoir s'il fallait utiliser ce mot. Et après avoir longuement hésité, ils ont décidé qu'on allait faire comme font la plupart des sciences sociales. On va utiliser le terme en le définissant. Donc, le préjugé systématique envers les musulmans et ou l'islam. C'est tout ce que ça veut dire. Ce n'est pas, comme disent certains, une interdiction de critiquer l'islam. Ça n'a rien à voir, le problème n'est pas là. On peut critiquer toutes les religions. Nous, en tant que chercheurs, on essaie de voir si ces choses vont ensemble. Et en fait, elles vont ensemble. Pas toujours. Il y a des gens qui sont très mal à l'aise à l'égard de l'islam, au nom de la laïcité, au nom du féminisme, mais il y en a d'autres pour qui c'est des argumentaires bidons. Donc, comme d'habitude, il y a à la fois une nouvelle islamophobie, totalement déconnectée des préjugés, et puis la bonne vieille islamophobie associée au rejet des immigrés et de l'islam. Et juste pour vous donner, là c'est des chiffres tout bêtes. C'est pour vous montrer, ça c'était donc en 2021, les réponses à ces questions. Est-ce que vous avez le sentiment que ces pratiques ou ces interdits posent problème pour vivre dans la société française? Alors vous voyez qu'il y en a une qui fait problème, mais massivement, c'est la burqa. C'est le port du voile intégral dans l'espace public. Là, c'est contraire à la laïcité, c'est bon, tout un tas de choses. C'est pire que le masque, on ne voit plus rien. Ah oui, et donc là, si on ne répond que ça pose problème à cette question, hein, ça ne veut absolument pas dire qu'on a une aversion à l'islam, qu'on est islamophobe. On devient islamophobe à partir du moment où on dit systématiquement c'est un problème, y compris le jeûne du ramadan ou l'interdiction de manger de la viande de porc ou de l'alcool. Ce qui fait le préjugé, c'est le caractère systématique. La réponse à une question ne veut absolument rien dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les distributions des réponses. 86% contre le port du voile. Et voile et foulard. À la moitié, on a demandé voile. À l'autre moitié, foulard. Donc, quand on dit foulard, ça passe mieux. Et là, c'est un sondage en ligne. Et les personnes dans les sondages en ligne
sont beaucoup moins tolérantes que dans les sondages en face à face. Pour tout un tas de raisons sur lesquelles on reviendra après, mais on a entre 10 à 20 points d'écart sur certaines questions. Parce qu'on est tout seul face à son ordinateur et qu'on peut se lâcher, mais ce n'est pas la raison principale. C'est parce que ce n'est pas le même échantillon. Il y a quelque chose qui s'appelle la fracture numérique en France. Les personnes qui sont à l'aise dans un access panel, ce n'est pas les mêmes ouvriers, ce n'est pas les mêmes jeunes, ce n'est pas les mêmes personnes âgées. Il y a une différence là, et au niveau de l'orientation politique aussi. Mais enfin, c'est un vieux débat. Ce que je vous montre enfin, c'est que ce qui est moins visible dans l'espace public est beaucoup mieux accepté, même dans un access panel en ligne. La viande de porc ou d'alcool, 33, le jeûne du ramadan, 25. Et dans les enquêtes en face à face, c'est encore beaucoup moins. Autrement dit, ce n'est pas un rejet en bloc. Mais les gens qui sont ethnocentristes, qui ont des notes sur nos autres échelles, ils vont tout rejeter en bloc. Et ceux qui rejettent le voile, la burqa, parce qu'ils considèrent que non, je ne suis pas d'accord avec ça pour les femmes, ne sont pas nécessairement islamophobes. Donc, nous, chercheurs, on apprend à dire rien n'est blanc, noir, tout est beaucoup plus compliqué. Ça, je vais vous le passer aussi. Et je voudrais juste revenir sur 2 points. Oui. C'est très jolie courbe, là, en X. C'est les préjugés anti-immigrés et anti-musulmans en fonction du score d'aversion à l'islam. Alors, le score d'aversion à l'islam, ça va de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, c'est on n'est pas du tout hostile à l'islam et aux musulmans, ce qu'on appelle islamophobie ou aversion à l'islam et aux musulmans. Et 7, ça veut dire qu'on est très, très, très anti-musulmans et anti-islam. Et là, c'est la proportion des gens qui pensent que les musulmans français sont des Français comme les autres. Il y en a 82% chez ceux qui ne sont pas du tout hostiles à l'islam. Il y en a 7% chez ceux qui sont très hostiles à l'islam. Autrement dit, il y a une nette corrélation entre aversion à l'islam et déni de la citoyenneté aux musulmans. De même, ceux qui ont un score élevé sur l'échelle anti-immigré. Plus on est hostile à l'islam, plus on est hostile aux immigrés. Plus on est hostile à l'islam, plus on pense que les musulmans forment un groupe à part. Vous voyez des écarts magnifiques, on passe de 6,5 à 92%. Autrement dit, il y a une logique, il y a certainement des personnes qui ont une certaine méfiance à l'égard de l'islam ou ne s'y reconnaissent pas, mais celle qui m'intéresse dans nos enquêtes, c'est de détecter celles qui sont véritablement ethnocentristes et qui rejettent en bloc, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et l'autre argument souvent avancé, c'est de dire « moi j'ai strictement rien contre l'islam ». Mais quand même, cette religion, elle est dangereuse pour les droits des femmes, pour les droits des gays. Alors on s'est amusé à voir, c'est toujours le même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de gauche à droite, on a des scores de plus en plus élevés sur notre échelle d'islamophobie ou d'aversion à l'islam. Eh bien, vous voyez que ceux qui pensent que l'homosexualité est une manière acceptable de vivre sa sexualité, ça chute à mesure qu'on passe des pas du tout hostiles à l'islam aux très hostiles. Ceux qui pensent que les femmes doivent être libres de s'habiller absolument comme elles veulent, ça chute. Et celles qui pensent, qui rejettent le stéréotype de la femme qui est faite pour faire des enfants et les élever, ça chute aussi. Autrement dit, il y a des gens qui sont sincères, il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est ça, la transformation des formes d'expression du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie. On dit, moi je ne suis pas raciste, mais moi je ne suis pas antisémite, mais quand même la politique d'Israël. Moi je ne suis pas anti-musulman, mais quand même cette religion, etc. Et il faut aller chercher dans les coins pour voir que c'est un peu plus compliqué. Et enfin c'est pareil, la main sur le cœur, il y en a qui vont vous parler de la laïcité. Moi c'est au nom de la laïcité. Eh bien là c'est pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça c'est l'image de la laïcité. Vous voyez que l'image de la laïcité, elle est bien meilleure. C'est ceux pour qui elle est très positive, parce que sinon tout le monde est pour la laïcité. Mais ceux pour qui elle est très positive, c'est plutôt chez les personnes qui n'ont aucune animosité, méfiance ou rejet de l'islam, qu'elle est plus élevée. Alors il y a un petit creux au milieu et on arrive plus bas. Autrement dit, tous ces arguments qui sont utilisés pour dire « moi je n'ai rien contre les musulmans, mais » on voit que c'est un tout petit peu plus compliqué, qu'on n'est pas toujours sincère dans sa défense des droits des femmes, des gays, ou de la laïcité. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Conclusion. Les limites de l'exercice. C'est un sondage. Et les sondages, Pierre Bourdieu l'a magistralement montré
Les sondages ont leurs limites, ça dépend de la question qu'on pose, de la manière dont elle est comprise, du moment où on la pose. Et puis, les opinions, ce n'est pas les actes. Et même, la logique des opinions et des actes est souvent diamétralement opposée. Donc il faut faire attention. Nous, on raisonne sur les opinions. Les opinions, c'est important. Ça dit ce qui est permis et interdit. Ça dit les normes dans une société à un moment du temps. Ça ne veut pas dire qu'on respecte ces normes, mais qu'on a intériorisé des tabous. On sait ce qui est bien, c'est ce qui est mal. Et ça, c'est important. Donc c'est là-dessus. C'est pour ça qu'on travaille, nous, sur les opinions. Mais bien sûr, ça ne préjuge pas des comportements. Il y a des milliers d'expériences aux États-Unis en particulier. C'était l'époque où il y avait les chemins de fer et il y avait un fort racisme anti-asiatique, anti-chinois. Et il y a un sociologue qui s'appelait Lapierre. Et il s'est promené avec un couple d'amis chinois pendant un mois à travers toute l'Amérique. Et il est allé à l'hôtel, il est allé au restaurant, sans aucun problème. Et en rentrant chez lui, il a écrit une lettre aux hôteliers où il s'était passé au restaurateur. Il leur a demandé s'ils accepteraient un couple asiatique. Et à 90%, c'était non. Pourquoi? Parce que c'était la norme. Ah non, pas chez moi, non. Mais en face à face, le comportement n'était absolument pas raciste. Et quelquefois, c'est l'inverse. Quelquefois, on peut être raciste au niveau des opinions et pas au niveau des comportements, comme c'était le cas, et parfois ça peut être l'inverse. Mais donc, attention à ne pas faire dire au sondage de la CNCDH autre chose que ce qu'il est. Une étude des opinions. Ensuite, il faut aller travailler sur les discriminations. Je pense aux enquêtes menées par le défenseur ou la défenseur des droits. Et là, on trouve autre chose. C'est pas parce qu'on a intériorisé un tabou qu'on est toujours irréprochable en matière de discrimination envers l'autre. Le problème en ligne et face à face, là, c'est vraiment quelque chose, un gros morceau. C'est-à-dire toutes les enquêtes qui ont été faites au moment de la campagne présidentielle, parce que ça coûte beaucoup moins cher et parce que ça va très vite et ça permet à la personne de se lâcher toute seule face à son ordinateur, c'est des sondages en face à face, mais il y a des biais d'échantillons. Il y a d'autres biais d'échantillons sur le face à face, mais on peut dire que notre enquête en face à face à la CNCDH est beaucoup plus représentative de la France dans ses profondeurs, de la France dans sa diversité, qui n'est pas nécessairement celle qui va voter, parce que nous avons des étrangers dans l'enquête de la CNCDH, nous avons des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales, nous avons des personnes qui s'abstiennent, et finalement, si vous regardez ce qui s'est passé dans cette dernière élection présidentielle, on a commencé la campagne sur le thème de l'immigration, alors que c'était le pouvoir d'achat qui arrivait en tête. On a vu monter les candidatures d'extrême droite, mais quand on regarde ceux qui n'ont pas voté parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ne sont pas inscrits, parce qu'ils sont mal inscrits, parce qu'ils sont abstenus, et en particulier beaucoup de jeunes, alors vous voyez que ces élections donnent un miroir un peu déformant de la société française dans son ensemble. Moi, je dirais que la CNCDH offre un miroir plus proche de la réalité, parce que nous sommes une société de plus en plus multiculturelle et diverse, alors il y a des formes de tolérance qui montent. Pas toutes, ce qui m'amène à l'angle mort de nos enquêtes, les préjugés interethniques, interminorités. C'est pas parce qu'on appartient à une minorité discriminée, racisée, qu'on n'a pas soi-même des boucs émissaires. Et donc, au niveau de l'antisémitisme, il y a des choses. On observe que quand les personnes qui sont issues de la diversité ont un niveau moyen d'adhésion aux stéréotypes antisémites un peu supérieur à celui des personnes d'origine européenne. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Et là, on ne peut pas travailler avec un sondage. Là, il faut faire des enquêtes de terrain, dans la vie quotidienne. On a fini une enquête avec Vincent Tibéri sur Sarcelles, qui est une ville loupe extraordinaire, où vous avez une vingtaine de religions, et où il y a une grande exubérance religieuse, et où, à notre grande surprise, au fond, certains ont peur, les juifs de Sarcelles ont peur, ils se claquemurent dans la petite Jérusalem, mais ils disent tous qu'ils n'ont pas envie de quitter Sarcelles, qu'ils sont heureux à Sarcelles. Et quand on a fait des expériences sur l'antisémitisme, avec des expériences, c'est-à-dire on partage notre échantillon en plusieurs groupes et on dit à l'un, voilà, il y a eu des caricatures antisémites qui ont circulé en classe. Et à l'autre groupe, il y a eu des caricatures anti-noirs qui ont circulé en classe. Pardon, anti-chrétiens. Et troisièmement, anti-musulmans. Et est-ce que l'élève a été viré? Est-ce que vous pensez que cette sanction est normale? Eh bien, c'est les caricatures antisémites qui, dans tous les sondés sarcellois, y compris les musulmans, étaient jugées comme les plus graves. Donc la réalité est toujours un tout petit peu plus complexe que ce que l'on pense. Mais on a besoin
de sondages de ce genre qui replacent les gens dans leur réalité quotidienne, ce que ne fait pas le sondage qui les en extrait. Et donc je terminais sur ça, ce décalage entre un champ partisan un peu hystérique sur ces enjeux d'immigration et d'islam, et une société qui, l'air de rien, très très lentement et avec des retours en arrière, devient un peu plus tolérante chaque année. Et j'arrête.